Et yo mes petits renards araignées, j'avais envie de vous faire une vidéo, ça fait... la dernière elle date quoi, du mois d'avril? Alors, on va voir un truc tous ensemble, c'est-à-dire tous les contes interdits que j'ai lus depuis, qui sont mélangés à d'autres livres que je vous présenterai peut-être un jour, on sait pas, n'attendez rien, parce qu'on sait jamais avec moi. Alors, je vais peut-être même pas faire de montage pour cette vidéo, j'avais envie que ce soit très court et de vous faire profiter de mon nouveau décor, enfin mon nouveau décor, c'est mon grenier ici, donc il y a d'autres trucs. Alors pour le cadrage c'est pas encore ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous parler très rapidement des 5 derniers contes interdits que j'ai lus. Alors il y a un classique interdit parmi eux, ça change un peu d'habitude, hein. On va déjà parler du conte interdit que j'ai lu directement après vous avoir fait la vidéo de la dernière fois, c'est-à-dire au mois d'avril de l'année dernière. N'importe quoi, la régularité sur cette chaîne c'est n'importe quoi. C'était le livre de la jungle de Maud Royer. Aïe aïe aïe, ah bah vous savez quoi, comme il y a un espace vide, voilà, on va le mettre ici. Le livre de la jungle de Maud Royer, purée. C'est un cas très compliqué parce qu'en fait, bah, j'étais trop contente de retrouver Maud Royer. Vous savez déjà que j'apprécie beaucoup son style, que j'ai apprécié énormément Pinocchio ainsi que Bambi, qui sont vraiment ces deux meilleurs, je dirais. Et bah, pour le livre de la jungle, j'ai eu un problème, c'est que dans les contes interdits, j'ai pas de problème quand il y a du sexe explicite, quand il y a des scènes un peu graveleuses. Mais alors là, c'était exploité à fond. On va dire que la base du propos dans le livre de la jungle, c'est le cul. Voilà. La base du propos, la base du ressort narratif et horrifique, c'est le cul. Et que, en fait, elle s'est perdue dans ce qu'elle voulait dire. J'ai pas compris l'histoire jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et encore à la fin, moi je ne demande pas à ce qu'un livre m'explique tout, sinon c'est chiant, on est d'accord. Par contre, ce qui me gêne, c'est de ne jamais faire de lien entre quoi que ce soit, de ne rien comprendre, de me dire, bah, du coup, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que fait cette chose ici? Euh, donc pour moi, tout doit avoir un sens dans un bouquin, surtout dans une fiction. C'est-à-dire une fiction où on doit faire des liens entre plusieurs personnages, plusieurs événements. Mais là, le lien, faut le faire, mais aux deux tiers, par exemple. Vous allez avoir un personnage qui intervient au début, puis après, vous allez vous dire pourquoi il est là, et en fait, aux deux tiers, vous allez comprendre. C'est un peu long. C'est peut-être un problème de rythme, parce que quand on fait un conte interdit aussi long, genre de mémoire, oui, il fait plus de 300 pages lui aussi, hein. Non, plus de 200 pages. Je sais plus. Je vous dis ça de suite. Allez, je vais y arriver. 278 pages pour être très exact. C'est-à-dire que si le conte est un petit peu plus long que la moyenne, c'est pas gênant parce que Maud Royer, elle y arrive. Parce que dans Bambi, ça m'a pas gêné du tout. Et dans Pinocchio et dans Le Magicien d'Oz, ça m'a pas gêné non plus. Mais alors là, je me suis dit, c'est quand que ça finit en fait? C'est trop dommage. Mais moi, quand je me dis ça sur un bouquin, bah, ça me rend triste. Vous voyez? Ça me rendrait triste de me dire, mais j'ai envie que ça se termine. Parce que là, en fait, j'en ai déjà vu assez. Dans le sens, bah, on va avoir un personnage. Alors, le meilleur personnage de ce bouquin, c'est le mafieux. Vous allez comprendre si vous avez envie de le lire. Mais à un moment, c'est un peu redondant. Sa caractérisation marche très bien. J'ai trouvé ça très marrant. Et quand j'ai lu le livre, quand j'ai commencé à lire le livre et que j'ai découvert ce personnage, j'ai tapé une barre de rire. Parce que il est improbable. Moi, j'ai jamais vu ça. Et j'ai trouvé ça très très rigolo. Mais alors, la suite, c'est bon, j'ai compris en fait. Voilà, mon principal problème avec le livre de la jungle, c'est ça. C'est, enchaîne, c'est bon, j'ai compris. Voilà. J'avais beaucoup plus envie de suivre le garçon qui s'apparente à Mowgli dans le récit. Et tout ça pour ne pas comprendre ce qui lui arrive à la fin. C'est quand même très dommage. Ou alors c'est parce que ça fait quand même un certain bout de temps que je l'ai lu et je me rappelle plus. Mais alors j'avais vraiment un goût d'inachevé alors que le livre est un tiers plus long que la moyenne des contes interdits. Donc c'est un peu frustrant, si vous voulez, de devoir attendre la fin pour comprendre quelque chose, et après de se dire, bah en fait j'ai rien compris. Ou alors c'est moi qui suis trop bête, je sais pas. Parce que les contes interdits, c'est quand même pas, c'est pas le bout du monde à comprendre et à lire, quoi. On verra. C'est peut-être juste moi. Mettez-moi en commentaire votre avis sur le livre de la jungle. Ça se trouve, c'est moi qui ai rien compris. C'est moi qui ai eu un problème. Mais voilà, le rythme et le fait que ce soit très redondant au niveau des scènes de fion, il y a du fion partout dans ce bouquin. Et c'est la première fois où ça m'a autant sauté à la gueule. Mais bon, c'est juste moi. C'est juste moi. Il y a plein de gens qui aiment le livre de la jungle. Mais alors oui, j'ai vu qu'il était un petit peu moins bien noté que les autres. Les autres de Maud Royer sont extrêmement bien notés. Celui-là, pas trop. Donc je dirais que c'est soit son plus mauvais, soit celui qu'elle a écrit avec le moins
de patates ou moins d'expérience, je sais pas. Suivant. Le fantôme de l'opéra de L.P. Sicard. C'est la même maison d'édition, c'est les mêmes auteurs, mais c'est les classiques interdits. C'est une collection qui est tout à fait différente et que j'ai découvert par hasard, bien sûr. Et donc ce livre m'a été offert par mon chéri. Et regardez-moi ça, je vais vous montrer l'intérieur. Il est trop, trop, trop joli. J'adore ce style d'édition. Vraiment, j'aime trop. Avec la tranche, enfin l'intérieur qui a un motif et tout. Je trouve ça trop beau. L'édition est trop belle. Mais alors, pour le contenu, alors le fantôme de l'opéra, c'est une très bonne découverte. Une très très bonne surprise. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai mis énormément de temps à le lire. Ah oui, il faut que je vous montre l'intérieur aussi, c'est trop beau. L'illustration à l'intérieur, je l'ai trouvée très jolie. Voilà. Mon petit problème avec... alors, j'ai pas de problème particulier avec le fantôme de l'opéra. Au contraire, j'ai trouvé que le style de Louis-Pierre Sicard était beaucoup plus maîtrisé. Et que bah, ça se voit qu'il progresse en tant qu'auteur. Ça se voit qu'il a envie de faire autre chose, qui sort de sa zone de confort. Et bah, son style est toujours aussi agréable. Hein. Franchement, si vous kiffez L.P. Sicard pour son style, vous n'allez pas être déçus. Parce que le fantôme de l'opéra, c'est vraiment un bon bouquin. Enfin, c'est vraiment un bon livre qui s'insère très bien dans la série globale, dans la collection. Que ce soit les classiques interdits ou les contes interdits. Donc c'est un autre concept qui consiste à réécrire des classiques de la littérature, en l'occurrence Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Je vous avoue, je me suis fait le synopsis du fantôme de l'opéra parce que je ne l'ai jamais lu. J'ai un livre de Gaston Leroux dans ma bibliothèque et c'est Le mystère de la chambre jaune, que j'ai commencé à lire quand j'étais petite et que je n'ai jamais poursuivi. Mais je me rappelle que Gaston Leroux a un style d'écriture très sympa, très agréable, qui est accessible même si c'est du classique littéraire. Bah, vous ne serez pas perdu si vous lisez Gaston Leroux. Et ensuite, bah, la réinterprétation, je l'ai trouvée vraiment cool. Parce qu'on se demande, en fait, pendant tout le bouquin, alors là où il est réussi, c'est que le suspense est là pendant tout le livre. On se pose la question de savoir qui est le fantôme pendant tout le bouquin. Jusqu'à ce qu'on nous balance la révélation vers les 2-3 derniers chapitres, qui est, ma foi, très satisfaisante. Là, j'avais pas de problème de rythme, parce qu'il se passe tout le temps quelque chose qui va nous faire douter et nous faire dire, attends, mais ça pourrait pas être lui, ou, mais ça pourrait pas être lui. Et voilà, il y a un peu de ça dans tout le récit, ce qui fait tenir en haleine. Et en l'occurrence, c'est un classique interdit plutôt long, puisqu'il fait plus de 300 pages. Et en fait, voilà, là, c'est une grosse différence avec le livre de la jungle, c'est que je savais où on allait. Je savais très bien que j'avais envie d'avoir la fin, que j'avais envie de savoir qui était le fantôme et jusqu'où on allait pouvoir aller. Et il y a des scènes qui m'ont beaucoup marqué. Il y a vraiment une scène à un moment, je vous dis pas pourquoi ni comment, une scène de massacre dans un endroit qui est familier au lecteur, dans un contexte que j'ai trouvé abusé. Je me suis dit, ça va partir tellement en couille. Eh bien oui, ça part extrêmement vite en couille, c'est incroyable. Et oui, je préviens au cas où vous ne le sauriez pas, mais c'est réservé au public averti de plus de 18 ans. Faites pas lire ça à vos enfants, pitié. Ne confondez pas ça avec les contes originaux ou les classiques originaux. Alors déjà, l'histoire du fantôme de l'opéra, je la trouve assez glauque dans le sens où c'est un homme qui va forcer le plus possible pour qu'une femme soit amoureuse de lui. Et la femme finira pas avec lui en plus. Donc c'est un petit peu contre-productif. C'est peut-être pour dénoncer le stalking, même à l'époque de Gaston Leroux, je ne sais pas. Mais alors, ça part très très loin. Dans la réinterprétation horrifique, ça part hyper loin. Et oui, il y a une bonne base horrifique déjà dans l'histoire originale. Dans le sens où le gars stalk littéralement la fille dans l'espoir qu'elle tombe amoureuse de lui. Et la base horrifique, elle est là, elle est claire. Suivant. J'ai hésité pendant des mois avant de l'ouvrir, Hansel et Gretel. Je vous raconte même pas la... Oh, alors ça a été dur. Hein. Combien de pages il fait déjà? Je vais vous dire ça de suite. Et 256 pages. 256 pages de misère, de torture, de violence sur des enfants, de désespoir, de noirceur. Mais alors, beaucoup de noirceur. C'est ça qui est
marquant. Alors, je dirais que c'est un bon conte interdit, Hansel et Gretel. Je m'attendais, en fait, on m'en avait fait un portrait tellement extrême que j'ai vraiment hésité à l'ouvrir pendant... Je l'ai acheté genre au mois de mai et je l'ai lu qu'au mois de janvier. Vous vous rendez compte? Aïe, 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 aïe. J'ai passé un très mauvais moment dans le sens, c'est pas qu'il est mauvais narrativement, c'est pas qu'il est mauvais au niveau de la collection des contes interdits. Au contraire, c'est un bon conte interdit que je recommande, mais aux âmes les plus accrochées, aux âmes les plus insensibles, parce que pardon, parce que purée, c'était une épreuve. Lire Hansel et Gretel, c'était une épreuve. Je l'ai lu très vite parce que ben, c'est un conte interdit, hein, voilà. Mais alors, putain, les descriptions, les faits qui se passent, ce que vivent les personnages principaux aussi. J'ai été au bord des larmes plusieurs fois. Alors, je vous ai déjà dit qu'un livre qui me fait pleurer, c'est très rare. Mais là, c'était pas pleurer parce que c'est émouvant, c'est pleurer parce que tu t'imagines à la place des enfants et tu dis, ils vont jamais sortir de là. Et tu sais qu'ils se font abuser en boucle. Et t'as juste mal, en fait. Et à un moment, t'as juste mal pour eux, t'en as juste marre, t'as juste envie que ça s'arrête. Et c'est ça, le principe horrifique, du coup, fonctionne extrêmement bien. Et ensuite, je pense, pour conclure sur ce que j'avais dit dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente sur les contes interdits, je maintiens que Yvan Godbout méritait pas son procès. Parce que ça se voit qu'il n'est pas en train de glorifier ce qui arrive à ses personnages. Ça ne l'éclate pas d'écrire ça. C'est pas du fantasme ce qu'il écrit. C'est pour dessiner l'horreur de ce que ces personnages sont en train de traverser. Et en fait, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas... comment dire? Ce n'est pas un livre de matériel illégal avec des enfants. C'est un livre d'horreur. Mais franchement, au bout d'une vingtaine de pages, le moment que j'appréhendais tellement, en fait, j'avais raison de l'appréhender parce qu'il était monstrueux et horrible. Ouais, je pense que j'étais en train de... Vraiment, mes larmes avaient envie de sortir à ce moment-là. Et au moment où je me rends compte que la petite va encore vivre ce genre de choses et que le petit va vivre ça aussi. Voilà. Et le retournement de situation est lié à ça en plus. Il y a un retournement de situation à la fin qui fait que les enfants peuvent reprendre le pouvoir sur ce qui leur arrive. Et t'attends que ça pendant tout le récit. Et ça, c'est... comment dire? C'est un aspect qui est peu exploité dans les autres contes interdits. L'aspect fantastique des histoires. Alors, ils sont pas tous fantastiques, justement. C'est beaucoup des polars, c'est beaucoup des tortures porn, c'est beaucoup des... Ouais, c'est beaucoup assez sordide et ancré dans la réalité. Mais là, en l'occurrence, c'est ancré dans l'ésotérisme. Dans le sens où les jumeaux, c'est deux jumeaux, j'ai oublié le nom, Margot et Jeannot, qui communiquent par télépathie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien. C'est un aspect d'histoire que j'aime beaucoup. Parce que, en fait, on n'a que ça pour s'accrocher à eux, si vous voulez. Dans le récit, en fait, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils aient un point d'ancrage sur quelque chose qui les rassure et qui peut les sortir de l'horreur qu'ils sont en train de traverser. Et ça n'intervient qu'à des moments où ils communiquent par la pensée. Ils se soutiennent mutuellement par la pensée. C'est trop mignon. Ça, c'est des aspects de l'histoire où j'étais genre... On souffle un peu. On souffle parce qu'en fait, on étouffe. Voilà. Dans Hansel et Gretel, on étouffe. Tout le temps. On est la tête sous l'eau. Tout le temps. Si vous avez lu mon livre, L'Étoile solitaire, le chapitre 3 de L'Étoile solitaire, c'est ça. Vous voyez? C'est une vingtaine, trentaine de pages où t'attends qu'une chose, c'est que les personnages sortent de là. Que les personnages se libèrent. Que les personnages sortent de leurs conditions, parce que c'est pas possible. Et en fait, là, c'est ça pendant tout un livre entier. Qui ne vous fera absolument aucun cadeau, qui ne fait absolument aucun cadeau à ces personnages, et qui en plus a été continué en trilogie. Donc j'ai fait le lien avec les deux autres que j'avais lus, c'est-à-dire Boucle d'or et Le Petit Pousset, que j'ai lu juste après pour finir la trilogie tout bêtement. Le Petit Pousset, il était très mignon, dans beaucoup d'aspects. Alors ça reste un livre d'horreur, ça reste quelque chose d'atroce, et ça reste la trilogie d'Yvan Godbout qui est... il faut s'accrocher, parce que des enfants morts et des horreurs... Vous allez en lire dans cette trilogie. Alors, Boucle d'or, c'est peut-être le plus soft des trois. Si vous avez envie de partir sur un conte interdit qui est soft, lisez Boucle d'or et lisez Le Bonhomme 7 heures. J'ai oublié de vous parler du Bonhomme 7 heures, je vais vous en parler juste après. Le Petit Pousset, c'était très bien. C'était très mignon, très court. Alors, il doit faire un peu moins de 200 pages, hein, il est très très court. Je vous dis ça immédiatement, il fait 197 pages. C'est un tout petit livre, mais qui conclut une trilogie que Yvan Godbout avait manifestement envie de finir. Parce que
il aime ses personnages. Malgré le fait qu'on torture nos personnages, en tant qu'auteur, ça peut paraître très bizarre, mais c'est pas parce qu'on torture nos personnages qu'on les aime pas. C'est-à-dire qu'on a envie qu'ils vivent quelque chose et qu'après, ce soit positif. Ou alors qu'après, ça se conclut, vous voyez. Et là, j'ai ressenti ça. Parce que Yvan Godbout adore ses personnages. Il avait envie de finir cette trilogie. Et la fin de la trilogie est réussie. Je vous spoil pas la trilogie. Parce que j'aimerais... Si vous vraiment vous êtes motivé et que vous avez envie de découvrir cette trilogie-là, l'amour que cet auteur a pour ses personnages, malgré le drame qui se passe dans Hansel et Gretel, je vous conseille très très chaudement Hansel et Gretel, le Boucle d'Or et Le Petit Poucet. C'est une trilogie. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans Le Petit Poucet aussi, c'est que c'est son histoire personnelle. L'histoire est réinterprétée de manière hyper personnelle par Yvan Godbout. Mais par contre, il respecte le conte interdit. Il respecte le conte originel, pardon. Les références au Petit Poucet, elles y sont toutes. On a tout le temps... on a tout le temps ces références-là. On se dit, ah bah tiens, je suis pas perdu en fait. On se dit, ah bah, ça j'ai trouvé, ça vient de tel moment dans le conte. Et donc, il y a aussi le lien qui est fait avec les livres d'avant. Et donc, c'est très bien. Et ça se conclut vraiment bien. Et l'aspect fantastique est toujours là. C'est toujours là dans Hansel et Gretel et c'est toujours là dans Boucle d'Or. Donc, on se dit, voilà, si le gamin qu'on suit dans Le Petit Poucet n'avait pas ça, ça serait un peu bizarre. Et ben voilà, c'est respecté de bout en bout et ça fonctionne hyper bien, franchement. Très très bonne surprise, Le Petit Poucet. Et pour finir, il faut que je vous parle du Bonhomme 7 heures. Je l'ai lu l'année dernière. Je l'ai lu en mai. Et en fait, le Bonhomme 7 heures, il est très intéressant. Alors, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai donné à ma mère. Mais comme il est hyper soft pour un conte interdit, je me suis dit, bah vas-y, je vais lui en faire cadeau, si ça se trouve, ça va lui plaire. Et bien, c'était le cas. Et tant mieux. Ensuite, alors, ça se voit que ça a été écrit après le procès Hansel et Gretel. Parce que Yvan Godbout a failli arrêter l'écriture à cause de ça. Et je me suis dit, en fait, ouais, il est resté ultra soft dans le Bonhomme 7 heures. Par contre, le récit était très intéressant. Ce qui fait qu'en fait, j'ai lu 5. J'en ai lu 6 en fait, depuis la dernière fois. Ça fait qu'Yvan Godbout s'est vraiment maîtrisé, mais trop maîtrisé dans le Bonhomme 7 heures. Parce qu'en fait, ça touche au fantastique, ça touche à des choses qu'il a l'art de maîtriser, dans le sens où c'est une histoire familiale qui part en vrille assez vite, et où il y a un personnage fantastique qui intervient au milieu pour régler leurs problèmes, entre guillemets. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bonhomme 7 heures, c'est une légende québécoise, qui est probablement liée au fait qu'à 7 heures, les gens qui éteignaient les lampadaires le faisaient à 7 heures du soir. Et en fait, on disait aux enfants de ne pas sortir après 7 heures, parce que sinon, le Bonhomme 7 heures les emporterait. Il emporterait les mauvais enfants après 7 heures. Et là, en fait, Yvan Godbout a déformé la légende pour en faire un récit familial, un drame familial, comme il sait bien les faire. Et ça marche très bien. Mais moi, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Par contre, j'étais un peu déstabilisée parce que j'avais pas l'habitude de voir un conte interdit aussi soft. Par contre, les personnages sont intéressants dans le sens, il y en a pas un qui est bon. Même la petite fille, la petite fille, tu te dis au début, ah, la sale gosse. Puis après, quand tu apprends à la connaître, tu te dis, ouais, elle a des parents un peu pourris. Et il n'y a pas un des deux parents qui est sauvable. Il n'y a pas un des deux parents où tu te dis, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à sauver. En fait, c'est ça le challenge pendant le récit, c'est de savoir si ils sont, finalement, est-ce qu'ils méritent leur statut de parents, est-ce qu'ils méritent de ressortir du monde dans lequel ils ont atterri? Est-ce qu'ils méritent? Parce que c'est pas des bons parents, factuellement. C'est les parents qui donnent un mauvais exemple à leurs filles et qui sont des gens pas très sympas. Et du coup, le Bonhomme 7 heures les embarque dans son monde dans le but de les punir. Ce qui est très intéressant. C'est vraiment l'aspect croque-mitaine qui a été gardé et l'aspect challenge et l'aspect dépassement de soi pour espérer sortir de là où ils sont. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bonhomme 7 heures, ça vaut le coup. Peut-être si vous aimez pas... si vous aimez pas l'horreur, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites là? Mais si vraiment vous n'avez pas l'estomac si accroché que ça et que vous aimez pas quand on vous balance des détails graphiques à la gueule toutes les 2 pages, lisez le Bonhomme 7 heures. Ça serait pas mal, je pense. Le dernier en date, que je viens de terminer hier soir. Les 3 petits cochons, ça a sorti à mes cheveux, j'adore. La couverture est cool, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, on est sur l'un des 4 premiers qui a été publié, avec Peter Pan, Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige.
Bah, en fait, on est vraiment sur le plus mauvais des 4 premiers. Hein. Je suis navrée. Alors, si je devais faire ma tier list de la dernière fois, je le mettrais tout en bas. Je le mettrais dans Je n'aime pas parce que, bah, on a un putain de problème avec le rythme dans ce livre. C'est, on se fait chier pendant la moitié, et ensuite il se passe des trucs, mais que pendant un tiers de chapitre, à la fin. On a 2 histoires croisées. On a l'histoire d'une fille qui s'appelle Alicia, qui a mystérieusement décédé sur une route, on sait pas pourquoi, entièrement nue, et avec de la drogue dans le sang. Et son frère, Peter, qui essaye de recoller les morceaux de pourquoi elle est morte, et qui s'avère être un tueur à gages. Pourquoi? On sait pas. Alors, c'était probablement pour justifier le fait que son personnage est insupportable, est un gros con. Alors, j'avais absolument aucun problème avec ça dans Pinocchio. Par contre, là, dans Les Trois Petits Cochons, j'ai presque exactement le même problème que dans Peter Pan. Le personnage principal ne me donne absolument pas envie de le suivre. Et j'étais plus intéressée. Alors, je suis restée à le lire parce que, justement, on avait le récit croisé avec celui de sa sœur. Et moi, j'aurais eu envie de suivre Alicia pendant tout le récit. J'aurais pas eu envie de suivre Peter, parce que Peter, c'est un gros con, c'est un tueur, c'est un sadique, et surtout, c'est un lubrique. Je n'ai jamais vu ça. Sauf dans le livre de la jungle, peut-être. Mais insister toutes les 2 pages sur une meuf qu'il est en train de croiser, alors qu'il enquête sur sa sœur morte, ça m'a fatiguée. J'avais vu une critique qui allait dans ce sens-là, je voulais vraiment voir si c'était le cas, parce que c'était un des livres que j'avais raté dans la collection et que je voulais vraiment avoir. Donc je l'ai acheté, et je voulais confirmer ce qu'on m'avait dit. Et ben en fait, oui, ça se confirme. C'est ce qui m'a vraiment... ça m'a pas empêché de continuer la lecture, parce que ça dure pas des plombes, mais c'est-à-dire que le récit, il avance pendant 10 pages, et après, on a une scène de fion, on sait pas ce qu'elle fait là, on sait pas pourquoi, mais le héros va se taper une nana, on sait pas pourquoi. Euh, Pourquoi, comment, je sais pas. La seule justification qu'on a, c'est elle est aussi tard avec lui et ça la dérange pas de sortir avec un tueur à gages. Je dis ok. Euh, et qu'est-ce que c'est censé apporter au récit alors que t'as mis des petits éléments dans l'histoire d'Alicia qui sont très intéressants et que j'ai envie de suivre, et j'ai envie d'avoir la conclusion. Et quand j'ai eu la conclusion, j'ai fait ah, le lien avec le conte. Ouais, j'avais presque oublié en fait. Le lien avec le conte, j'arrivais pas à le faire et ça m'a gêné parce qu'en fait, dans les 3 premiers que j'ai lus, Blanche-Neige, Peter Pan et bah, le petit chaperon rouge, j'étais pas dans les 3 premiers, mais dans les 3 premiers de cette collection, on arrive à faire le lien assez évident avec le conte. Là, c'est pas le cas. À part le fait que Peter, son nom de famille, ce soit Wolf, c'est tout. En fait, c'est tout. Les 3 petits cochons, faut pousser jusqu'à la fin pour savoir qui ils sont. Et il y a un plot twist, mais je suis désolée, le plot twist des fins, il est moisi. Hein. J'ai pas réussi à me dire ah tiens, il fallait y penser, c'était cool. Non, pas du tout. Non, j'ai pas réussi. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour le finir d'ailleurs. J'ai failli l'abandonner à plusieurs reprises parce que déjà, je m'ennuyais. Il y avait du cul partout et c'était peu justifié. Dans le livre de la jungle, ça m'a gêné, mais au moins le récit est justifié. Il justifie l'usage de cul en permanence. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, ça c'était. En fait, c'est mal maîtrisé, c'est mal rythmé. Et j'espère que si Christian Boivin a écrit d'autres contes interdits, parce que j'avais jamais lu cet auteur, j'espère que s'il en a écrit d'autres, bah, il a fait mieux, quoi. Je suis désolée, mais là, c'est vraiment dans le bas de la carte pour moi. Hein, parce que les 3 plus mauvais que j'avais mis dans ma tier list, c'était Le Lac des Cygnes, Peter Pan et là, Les 3 petits cochons. Donc, je suis déçue, en fait. J'ai une grosse déception, dans le sens où ça commençait plutôt bien, où je me suis dit, bon, ok, le personnage, c'est un pervers, ok, il se la raconte vraiment, mais peut-être ça peut marcher. Peut-être que si on a les passages avec Alicia qui sont écrits au passé simple et les passages avec Peter qui sont écrits au présent de l'indicatif, ok, c'est qu'on essaye de faire un lien et qu'on essaye de faire avancer l'histoire par tranche. Et cette narration ne m'a pas gênée. Par contre, le fait qu'il y ait des gros déséquilibres entre ce que l'auteur voulait raconter et ce que moi, j'ai trouvé nul, bah, c'était décevant. Voilà. J'avais un gros problème avec le rythme, en fait. Voilà. Donc, pendant 3 pages, on va me faire une scène de cul avec des femmes, une scène de cul avec la fille que Peter a rencontrée au début, mais on va pas faire avancer l'histoire. Et je m'en fous de Peter. Voilà. Mon problème, c'est, je m'en fous de ce mec. Le mec, il vient à la morgue reconnaître le corps de sa sœur. Et ce qu'il a, le premier truc
auquel il pense, auquel son monologue intérieur pense, c'est les nichons de la réceptionniste. Je dis, mais mec, tu viens parce que ta sœur est morte. T'as autre chose à faire. Je sais pas. Il sort d'un bâtiment, il mate les seins d'adolescente. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me racontes ça? Genre, c'est quoi l'intérêt de me raconter ça? Je sais que ce personnage, c'est un pervers. Mais t'as pas besoin de l'appuyer toutes les 2 pages parce que là, déjà, la Alicia, elle traîne dans un milieu où il y a des pervers partout. Et après, tu me fais un putain de brûlot féministe à la fin. Je comprends pas. Là, le truc de là, les mecs, c'est tous les mêmes, n'intervient qu'à la fin. Et je me suis dit, si on n'avait pas remarqué ça en lisant Peter, ton frère, qui est un énorme con, un lubrique et en plus un meurtrier, euh, franchement, si j'avais pas compris ça, c'est que j'ai pas compris le bouquin et que je sais pas lire. Hein. Je suis désolée, mais les 3 ou 4 paragraphes pour dire que les hommes sont tous des cons, bah, déjà, c'est sympa pour les hommes dans la vraie vie. Ensuite, meuf, j'avais remarqué quoi. J'ai envie de dire, putain, mais tu crois que j'avais pas remarqué? Parce que ton frère, déjà, en venant reconnaître ton putain de cadavre, il fantasme sur la réceptionniste. Alors, est-ce que le message, est justement, le titre, les 3 petits cochons, c'est pas que les mecs sont tous des cochons? Eh ben, sympa, super sympa, merci. Vraiment, vraiment, j'apprécie. Hein. Euh, Enfin, les hommes de la vraie vie, de la réalité véritable, apprécieront. Déjà, et ensuite, mais ça intervient à un moment où je me suis dit, est-ce que c'est justifié ou pas? Et en fait, non, pas du tout. Et ça m'a gêné aussi. Je me suis dit, non, ça n'a rien à foutre là, en fait. C'est vraiment, la conclusion, elle prend 30 pages sur tout le récit, sur tout ça, là. La conclusion, elle est là. Vous voyez? J'aurais aimé faire des liens un peu plus tôt, j'aurais aimé que ce soit mais beaucoup mieux structuré en fait. Mais j'ai dit oui, peut-être une structure un peu anarchique, ça peut donner des idées et ça peut être vraiment sympa d'avoir une structure un peu anarchique pour justement construire le récit au fur et à mesure. Qu'on l'écoute, enfin qu'on le lit, pardon. Mais là non, ça marche pas. Parce que des structures bâtardes comme ça, moi j'ai pas de problème avec. Genre dans Étoile mourante, je trouvais ça super intéressant. Mais alors là, j'y arrive pas. Je trouve que c'est mal foutu en fait. Voilà. C'est pas, euh, c'est pas foncièrement mal écrit, mais c'est mal foutu. Au niveau de la narration, au niveau du rythme, il n'y a rien qui va. Ensuite, un truc qui m'avait gonflé dans Peter Pan et qui est encore présent dans Les 3 petits cochons. Les références à la pop culture. Je veux bien qu'on soit dans le Québec contemporain, mais foutre des références partout parce que le personnage principal, il aime bien. Alors là, c'est parce que le personnage principal, il écoute, je sais pas, du Slayer, du Megadeth et compagnie, et qu'il fait référence à la WWE à la fin. Parce qu'il tue quelqu'un. Et il dit, ah, tu connais telle prise, et ben je vais la faire en vrai. Tiens. Non, je suis désolée, j'aime pas. Non, j'arrive pas. La caractérisation fonctionne très mal. Voilà. Le problème, c'est ça. C'était le même cas de figure que pour Hook. Il est détestable. Et en plus, la caractérisation fonctionne très mal. J'avais pas de souci avec ça dans Pinocchio. Dans Pinocchio, c'est extrêmement bien foutu. Le Patrick est détestable, mais le récit est suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de continuer. Et qu'on ait envie de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Ou alors, jusqu'où ça va aller? Et bien là, c'est l'inverse. C'est vraiment le même problème qu'avec Peter Pan. Sauf que là, le personnage, ça n'est pas un flic, c'est un tueur à gages. Et ça justifie d'en faire un gros con. Super. Mais alors, quitte à en faire un gros con, autant suivre littéralement un criminel. Je sais pas moi. C'est littéralement un criminel, mais au moins, montrez-le faire des choses illégales un peu tout le temps et montrer dans sa psyché un peu plus clairement que c'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Moi, j'aurais eu moins de problèmes avec ça si vraiment le personnage tout du long, il était comme ça, comme Patrick, quoi. Patrick, on sait très bien qu'il est dégénéré, ce gars. Mais là, c'est mal fait. Voilà. Le problème, c'est que c'est mal fait. Dans Peter Pan, c'était mal fait. Alors, Peter Pan, on essayait de m'attacher à Hook, et Hook, c'est pas forcément un gars mauvais, mais c'était mal fait. La caractérisation est très, très laborieuse. Voilà. Et malheureusement, Les 3 petits cochons fait vraiment partie des plus mauvais que j'ai lus. Je suis désolée, Christian Boivin, mais j'espère qu'il en a écrit d'autres, et j'aimerais bien les lire pour voir ce dont il est capable. Mais parce que vraiment, le style, des fois, par moments, il était lourd. Il y a des phrases en anglais aussi. Après, on est au Québec. Moi, je me suis dit, ouais, bon, les personnages sont québécois. Ils parlent à moitié en français, à moitié en anglais. J'ai pas de problème avec ça. Mais les refs à la pop culture qui pop à des moments où t'en as pas besoin de décrire les motifs des petites culottes des héroïnes. Mais au secours.
J'ai envie de dire, ok, moi j'ai un problème avec ça dans les livres, dans le sens, on va me faire une description ultra sexualisée d'une femme, et c'est pas nécessaire, en fait. Je veux dire, même dans le contexte de ce récit-là, ça n'est pas nécessaire. Et on voit que c'est un homme qui a écrit ça. Alors, je suis pas du tout dans ce mood-là d'habitude. Je déteste faire ça. Je déteste donner des leçons de morale. Je déteste faire ma féministe à 2 francs 6 sous. Mais là, j'ai bien ressenti que c'était un mec qui avait écrit ça et qu'il s'est fait plaisir en écrivant ça. J'étais déçue. Je me suis dit, bah, si on sexualise une femme, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Dans l'idéal, je vous dirais de pas le faire quand vous écrivez des livres. Ou alors, si vraiment il y a un personnage qui, je sais pas, est amoureux au dernier degré d'une femme ou qu'il flash sur elle, je sais pas. Pour décrire l'amour, on n'a pas besoin de décrire le corps de la femme, ni le corps de l'homme d'ailleurs. Le corps de l'homme n'est quasi jamais décrit. Et ça m'a posé problème aussi. J'aime pas faire ma féministe à 2 balles parce que putain, je lis des livres où il y a des viols et des trafics sexuels tout le temps. Et je la ramène. Mais là, c'est que ça m'a sauté au visage. C'est un peu comme, je vous parlerai peut-être bientôt de Cujo, de Stephen King. J'ai exactement eu le même problème. Stephen King n'avait pas décrit de manière ultra sexuelle, mais les femmes prennent tarif dans son livre. Et là, c'est un peu la même chose, mais ça fait pas avancer le récit. Ça donne pas d'empathie particulière pour elle. Et en plus, il y a un personnage qui vraiment va à l'encontre de tout ce qu'on a lu au début, qui est dévergondé pour être dévergondé. Je suis désolée. Si cette fille est aussi dévergondée, c'est une excuse pour mettre des scènes de cul. Voilà. Et après, je me posais des questions sur ce personnage-là. Je me suis dit, ouais, bah ça se trouve, ça va être intéressant parce que elle est trouble. J'aimerais bien savoir en quoi. Et j'aimerais bien poursuivre. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait poursuivre aussi le personnage de la voisine. Pour pas spoiler. La voisine, on se pose beaucoup de questions sur cette fille. On se dit, bah, putain, mais pourquoi elle est là, en fait? Et on a la révélation qu'à la fin, mais la révélation, mais tellement en carton, je me suis dit, bah, j'ai perdu mon temps, quoi. Ah, c'est bon. C'est rare. C'est très rare qu'un compte interdit me donne l'impression que je perds mon temps. Et où j'ai failli l'arrêter, vraiment. C'était le cas pour le lac des Cygnes aussi. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est décevant de finir sur un compte aussi mauvais. Parce que bah, les autres que je viens de vous présenter, ils étaient très bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Sauf le livre de la jungle, à divers niveaux. Mais le livre de la jungle, c'est vraiment loin d'être pourri à ce point-là. Et si vous n'avez pas de mal avec le sexe graphique qui est justifié dans le récit, bah, lisez-le. Le fantôme de l'opéra, c'était une excellente découverte. J'ai vraiment aucun problème avec le fantôme de l'opéra. Très cool, très très fluide. Ça donne vraiment envie pendant tout le récit. Hansel et Gretel, c'était la croix et la bannière. Mais j'étais contente de l'avoir fini. Parce que comme ça, j'avais toute la trilogie. Et j'étais heureuse. Le petit pousset, pareil. Et les 3 petits cochons, bah, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous n'avez pas de problème avec le fait que la moindre femme que le personnage principal croise va être sexualisée par rapport à ses nichons et par rapport à son corps. Mais après, voilà, j'ai compris le lien avec les 3 petits cochons, mais qu'à la fin, je me suis dit, oui, bon, les mecs dans ce récit, c'est tous des gros pervers. Déjà, c'est sympa pour les hommes. Et ensuite, je me disais, ah, ok, c'est pour dire qu'ils sont tous des cochons. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. La justification, c'est ça. J'étais déçue. Qu'est-ce que ça m'a déçue. Et en plus, c'est mal rythmé et mal écrit, je suis désolée. J'aime pas faire ce genre de critique d'habitude parce que je me dis, c'est bon, c'est des comptes interdits. Le niveau d'exigence, il est pas fou. Mais alors là, mon niveau d'exigence, il était en dessous du niveau de la mer. C'était décevant. Vraiment décevant. Bon, sur ce récap était très court. J'ai réussi à faire une vidéo de 30 minutes. C'est nickel. Je pense pas faire de montage. Je vais vous la publier telle quelle parce que ça va. J'ai réussi à parler de manière assez fluide. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye mes petits renards.